Bonsoir à tous, merci d'être là. Je ne sais pas si ce que je vais dire passerait bien à la télé. En tout cas, bravo d'être resté. Je ne sais pas si c'est parce que le café est vraiment trop mauvais ou parce qu'il fait froid, mais il n'y a pas beaucoup de mes étudiants qui auraient supporté 2 jours d'affilée comme ça, donc félicitations. Je vais, dans les 40 minutes qui me sont imparties, on m'avait dit que j'aurais le temps, mais je vois rien du tout. Bon. Dans les 40 minutes qui me sont imparties, je vais essayer de vous convier à une sorte de parenthèse enchantée, ou plus exactement, je vais essayer peut-être de nous faire prendre un tout petit peu de recul, et ce qui sera pas mal complémentaire, je pense, après tout ce qu'on a vu, qui pouvait être assez opérationnel, tout à fait passionnant. Mais peut-être donc, si vous êtes resté, si vous pouvez encore partir, mais si vous êtes resté 40 minutes de réflexion. Je dois vous faire une confession en commençant. J'ai fait une transgression majeure. Il n'y a pas d'image du tout dans mon slideshow. Il n'y a aucune iconographie. C'est complètement à l'ancienne. Voilà. Mais en revanche, il n'y a pas beaucoup de slides non plus. Voilà. Je suis venu vous dire en très rapide, pour résumer mon message, que le monde, vous start-up, le monde de demain ne se fera pas sans vous. Tout bouge, vous savez, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, disait Héraclite au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et le monde est plus héraclitéen que jamais. On vit une époque absolument formidable. Non, ce n'est pas parce que je cite Héraclite qu'il faut partir, hein, parce que il y aura d'autres trucs après. Jamais le monde n'a été si instable. Personne aujourd'hui ne peut dire comment fonctionnera le monde dans 2 ans, dans 3 ans, qui consommera quoi, et surtout quelle entreprise, même les plus grandes aujourd'hui, quelle entreprise sera encore vivante dans 5, 10 ans, 20 ans, et lesquelles nous serviront. On vit dans une époque absolument incroyable, je crois qu'il faut vraiment s'en rendre compte, d'une tension permanente où notre monde est vécu comme étant éternellement obsolète, comme un prototype. Internet est un prototype éternel. De la même façon, notre monde est en train de se prototypiser et il est de plus en plus, on pourrait dire, il échappe à toute préhension. Vous savez que c'est Saint Augustin, sinon vous allez vraiment partir, mais Saint Augustin disait que notre vie était construite entre 3 néants, le passé qui n'est plus, le futur qui n'est pas encore et le présent qui n'est déjà plus quand on y pense. Et bien, de la même manière, aujourd'hui, de plus en plus, on est construit entre un présent qui est déjà obsolète et un futur qui est totalement incertain, totalement imprévisible. Et il faut prendre un peu de recul pour comprendre et se souvenir que ce changement qui est devenu aujourd'hui absolument normal et dans lequel on élève nos enfants, c'est voilà, ton monde dans 20 ans sera différent de celui que je connais et celui de mes grands-parents était différent. Pendant de très longs siècles, cette idée du changement était négative, c'était précisément ce qu'il fallait fuir. Le mot moral, mores en latin, c'est les mœurs, c'est ce qu'on faisait. En fait, c'est le mos maiorum, c'est-à-dire ce que faisaient les pères. Donc ce qui était bien, c'était ce que faisaient les gens avant. Et donc, si vous faisiez différemment de ce que faisaient les gens avant, c'était mal. Et le mot innovation, il faut s'en souvenir, est apparu au XIXe siècle. À l'époque, il était péjoratif. C'est une innovation, c'est-à-dire c'était mal, c'était mauvais. L'idée de disruption, alors en réalité, ça n'a pas été... Ça n'a pas exactement été inventé par un Français, c'est probablement utilisé, mais il existe depuis longtemps. L'idée de disruption, il est aussi prodigieusement négatif. Si vous allez dans le dictionnaire, vous lisez quoi? Disruption, décharge électrique accompagnée d'étincelles, destruction du caractère isolant d'un milieu. Je trouve ça très intéressant. Et si vous ouvrez le Larousse du XIXe siècle, c'est un terme de chirurgie, la disruption, et c'est une fracture. Dilatation brusque d'un rétrécissement. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot disruption se rattache à la racine grecque dis, que vous retrouverez dans dysfonctionnement, dysphasie, dissymétrique. En fait, le dys, c'est ce qui n'est pas bien. Voilà. C'est ce qui est mal. Bon. Autrefois, donc, le changement était vécu sur le mode négatif, c'était un malheur, ce qui n'empêche pas qu'il y avait l'idée de la répétition qui était un peu stressante, avec le supplice de Tantale, etc., Prométhée. Bon. Avec la modernité, le changement est devenu positif au XIXe siècle, avec le positivisme, Auguste Comte. Cette confiance s'est rapidement développée, mais arrêtée au début du XXe siècle, avec la Première puis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la postmodernité, car nous vivons, je vous apprends, dans la postmodernité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus l'esprit des Lumières, mais autre chose, c'est rajouter une sorte d'inquiétude. Certes, on croit en la science, mais on est quand même inquiète de ce qu'elle peut faire. Les lendemains chantent encore un peu, mais leur musique est quand même un petit peu angoissante. Alors, je parlais du préfixe 10. Il y a le mot dystopie qu'on utilise pas mal aujourd'hui. La dystopie, c'est l'utopie qui est devenue cauchemardesque, qui est devenue totalitaire. Et on peut se demander aujourd'hui si la disruption ne mène pas quelque part justement à la dystopie. Voilà. On connaît tous les problèmes qui naissent de cette impermanence vraiment nouvelle de l'environnement.
environnement. Problèmes sociaux, économiques, chômage, problèmes de régulation institutionnelle. On va parler tout à l'heure de la préservation des industries culturelles. Bon. Et Luc Ferry a fait un livre super bien d'ailleurs sur le problème de la destruction créatrice tout récemment. Ce dont je voudrais vous parler ici dans la trentaine de minutes qui m'est impartie, il y a une transgression que je ne ferai pas, c'est d'être trop long, je vous le promets. C'est moi qui ai fait stop. Ouais, c'est ça. Je voudrais montrer de quelle façon cette furie disruptive est un défi pour les entreprises et un défi devant lequel elles ne sont pas à égalité. Ma théorie, que j'aimerais très rapidement vous exposer dans les 30 minutes qui viennent, c'est que cette tension qui naît de la disruption peut être largement comprise et mieux comprise à travers le prisme de l'idée de disruption. Voilà. Donc, le mieux, c'est de passer à la partie suivante. Voilà. La disruption, c'est d'abord une histoire de transgression. La première chose à comprendre, c'est que la disruption est avant tout transgressive. Alors de quoi parlons-nous quand on parle de disruption? J'ai déjà défini un petit peu son origine. C'est évidemment Schumpeter, qui est un économiste de l'école autrichienne, qu'il faut s'en souvenir, s'oppose à l'école classique, justement parce que l'école classique, très rapidement, dit l'économie est normalement en équilibre et il y a des choses qui viennent la déséquilibrer. Et l'école autrichienne dit non. L'économie est naturellement en déséquilibre et on voit en gros l'équilibre, s'il arrive, n'est que fortuit et de toute façon il ne fait que passer. C'est vraiment complètement par opposition à l'économie classique. Schumpeter, lui, donc, est le premier à parler de destruction créatrice. Il parle de la révolution technologique et il définit ça comme ça. C'est une innovation exerçant des effets d'entraînement si importants qu'elle remodèle l'ensemble du système productif, l'organisation du travail, les rapports sociaux et les modèles socio-culturels. Voilà. Le terme de technologie de rupture, ou disruptive technology, a été employé en 1997 dans un livre fameux par Christensen, qui est un professeur américain, dans un livre qui s'appelle The Innovator's Dilemma, pardon pour l'accent. Et il parle finalement des innovations de rupture par opposition aux innovations incrémentales. Et il explique que ce sont elles qui sont en train de se développer. Mais justement, ces disruptions ne viennent pas toujours des technologies et pas seulement d'elles. Et le contexte social joue un rôle énorme. Schumpeter, déjà, remarquait que l'invention ne devenait pas toujours innovation. Cette distinction invention-innovation, elle est devenue absolument classique. Inventer ne suffit pas. L'innovation, c'est-à-dire la mise sur un marché, la création, on pourrait dire un écosystème viable pour ce produit, ce sont deux choses différentes. Par exemple, vous savez que la première voiture qui historiquement a franchi les 100 km/h était une voiture à moteur électrique. Et pourtant, ce n'est pas la technologie qui s'est imposée. Il n'y a pas, dit Edgerton dans un livre intéressant qui s'appelle Quoi de neuf, du rôle des techniques dans l'histoire globale, il n'y a pas d'innovation sans usage. C'est-à-dire qu'il y a un aspect très psychosocial dans les adoptions de technologies. Et les comportements sont fondamentaux pour comprendre pourquoi les gens adoptent une technologie à un moment donné. Il faut se souvenir que la vapeur avait été inventée dans l'Antiquité, mais qu'à l'époque, comme on avait le système de l'esclavage, on estimait que c'était une technologie inutile et donc on n'a pas fait d'effort pour la développer. Vous voyez bien que l'invention n'est pas nécessaire pour permettre l'innovation. D'ailleurs, on constate tous les jours que souvent, les anciennes technologies peuvent revenir. On n'a pas une marge de la technologie, on pourrait dire, linéaire. Les anciennes technologies peuvent revenir. La mode du vintage, la trottinette, les chevaux de trait. J'étais dans le Bordelais récemment. Eh bien, dans les vignes, on réutilise des chevaux, parce que ça a des tas d'avantages. La bicyclette, on n'a jamais autant produit aujourd'hui. Le préservatif était un mode complètement ringardisé par la pilule dans les années 70 et évidemment dans les années 90 pour les raisons que vous connaissez, on n'en avait jamais autant utilisé. J'ajoute qu'un de mes amis à Bordeaux qui sort d'une école de commerce n'a rien trouvé de mieux, alors c'est pas du tout numérique, de lancer une épicerie. Alors ça paraît extraordinairement ringard, mais il a un succès incroyable. C'est quoi son concept d'épicerie? Parce qu'il est complètement nouveau, c'est de sourcer tous les gens, tous les producteurs de la région et de n'avoir dans son magasin que des productions absolument locales. Donc c'est à la fois écologique, intelligent et on pourrait dire c'est une démarche sociale. Voilà. Cette composante sociale de l'innovation va jouer un rôle, on va le voir, dans l'omniprésence des transgressions. Parce que justement, la transgression est vraiment le moteur du monde numérique et il faut quand même qu'on s'en rende compte. Beaucoup de gens définissent
parmi les différentes définitions que vous pourrez trouver de la disruption, vous allez trouver changement de règles du jeu. Et c'est notamment le fameux livre qui s'appelle La conquête du futur de Hamel et Prahalad en 94 qui avait expliqué que c'était une réinvention des règles du jeu stratégique. Que voilà, la disruption, c'est une réinvention. Or, modifier les règles du jeu en cours, c'est une transgression. Et c'est une subversion de l'ancienne règle qui va finir par devenir, par devenir la règle. Cette transgression, il faut s'en souvenir, il faut le comprendre, a toujours été au cœur du mécanisme habituel du changement. Ce n'est pas complètement nouveau. La règle, certes, elle évolue dans le temps, mais on constate que la plupart du temps, elle évolue aussi par sauts disruptifs. C'est vrai en fait dans tous les domaines de la vie. C'est vrai en politique, où les grands événements historiques en général sont plutôt des coups près que des marées. Prenez la Révolution française, l'invasion de la Perse par Alexandre. C'est vrai en sport, quand Fosbury décide tout d'un coup de sauter de dos au lieu de sauter comme on le faisait avant. Disruption complète. Qui arrive, et sur le moment d'ailleurs, une grande contestation en disant mais il n'a pas le droit de faire ça. Quoi, forcément, il a commencé par casser la règle et ça devient la nouvelle règle. C'est vrai en art, évidemment, et en culture, quand le Caravage introduit une sorte de naturalisme qui à l'époque faisait scandale et faisait qu'on refusait ses tableaux, quand Vermeer met au point la peinture à l'huile, ou quand Gutenberg, suprême transgression, imprime la Bible, afin que tout le monde puisse la lire, alors qu'à l'époque, seul le clergé avait le droit, il avait monopole de la médiation, on pourrait dire, entre le texte et les fidèles, qui n'étaient pas du tout censés lire le texte initial. Cette transgression, elle a aussi une place, évidemment, vous savez, dans la mode, les mini-jupes, le bikini, l'absurde et le laid d'hier, et la norme parfois aujourd'hui. Bref, les goûts évoluent. Je ne parle pas des bikinis ou des mini-jupes. Et c'est vrai, évidemment, en économie, avec la révolution industrielle qui était évidemment très disruptive, le vapeur, chemin de fer, électricité, chimie, automobile, souvent autour de l'énergie et du transport. Aujourd'hui, avec le numérique, ces disruptions s'accélèrent. Elles sont de plus en plus nombreuses et il y a probablement une extension à tous les domaines. Et vous avez remarqué, on a quand même commencé à avoir un peu de recul sur le monde numérique, mais on se rend compte que tous les leaders d'un moment, tous ceux dont on pensait qu'ils allaient dominer le monde, finalement, ils finissent par être plus grand-chose. Vous vous souvenez d'IBM dans 2001, Odyssée de l'espace, IBM, vous savez, c'est le nom de l'ordinateur, HAL, H-A-L, dans la suite... Parce qu'on ne pouvait pas dire IBM, donc on a su donner les lettres suivantes dans l'ordre de l'alphabet. IBM, c'était conçu comme la société par excellence qui allait prendre le pouvoir. Aujourd'hui, IBM, c'est une boîte de conseil, et c'est très respectable, mais enfin, ça reste une boîte de conseil. De la même manière, Microsoft, on pourrait dire même les grands portails, les premiers moteurs de recherche ont été destitués par l'arrivée de Google, et puis Google a été quand même relativement... pas marginalisé, mais en tout cas a dû faire la place aux réseaux sociaux. Ce qui arrive, c'est toujours quelque chose finalement qu'on avait la plupart du temps pas prévu, et on peut penser au fameux signe noir de Nicolas Taleb, ce fameux livre où il explique que tout ce qui arrive finalement est par définition imprévu, car si on l'avait prévu, ça ne serait pas arrivé de la même façon. Et c'est probablement assez vrai. Ce qui est très très étonnant aujourd'hui, on ne s'en rend pas assez compte, parce que justement on est le nez dans notre contemporanéité, en quelque sorte, c'est qu'on est vraiment entré aujourd'hui dans une sorte de transgression omniprésente, d'hérétisme transgressif généralisé. Tout le monde transgresse. L'État, pensez à l'affaire Snowden, les individus à travers le téléchargement, les entreprises, tout le monde s'est lancé dans une sorte de course à faire bouger les lignes. Et on pourrait se dire, pour quelle raison? On peut se poser la question, pour quelle raison? D'abord parce que les technologies le permettent. Mais vous savez, en anglais, le mais est différent du can. Ce n'est pas parce que je peux que je dois le faire, en quelque sorte. Donc, ça n'explique pas pour autant, on peut aussi tuer des gens dans la rue et on ne le fait pas. Donc, ce n'est pas la technologie elle-même qui peut expliquer cette espèce d'explosion transgressive. Je crois qu'il y a plutôt ici une évolution fondamentale qui est à comprendre si on doit prendre très très schématiquement une idée, une explication qui est celle de l'individualisme postmoderne. Décidément, si vous êtes encore là, vous êtes très courageux, je vous félicite. L'individualisme postmoderne, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'individualisme égoïste, c'est plutôt l'idée que on veut vivre les rapports sociaux directement et on a un rapport à l'hétéronomie, c'est-à-dire tout ce qui nous est imposé de l'extérieur, un rapport très difficile.
On veut être autonome, donc autonomos, nos propres lois, nous déterminer nos propres lois, et on refuse complètement toute hétéronomie. Donc les institutions, quelles qu'elles soient, les obligations, les contraintes, y compris les règles extérieures, nous sont devenues très, très pénibles. La transgression se développe en particulier dans trois domaines, on peut dire, et puis comme ça faisons un peu de prospective au passage, mais on sait évidemment qu'elle se développe dans le domaine politique. On a une vraie crise de l'autorité aujourd'hui, et on pourrait dire qu'on est en train de vivre un mouvement totalement anti-hobbésien, de Hobbes, le Léviathan, à l'idée que les individus sont seuls face à l'État et que l'État est le médiateur des rapports entre individus. Et aujourd'hui, l'individu refuse ça et décide que les intermédiaires traditionnels, les institutions, ne prendront pas sa place. Il y a des manifestations très intéressantes de cette crise de l'autorité avec des élites qui sont quand même considérablement dépassées par cette civilisation numérique dans laquelle on est, parce qu'ils parlent encore de l'économie numérique ou du numérique comme si c'était quelque chose qui était spécifique, comme, je sais pas, les sabotiers. Non, le numérique aujourd'hui, c'est évidemment absolument tout. Il y a des cas formidables. Quand, vous savez, il y a eu le meurtre d'un braqueur par le bijoutier qui était braqué à Nice. Normalement, il y a eu une petite manif de 1000 personnes en soutien. Bon, mais il y a eu plus d'1 million de soutiens rien que sur Facebook. Et le gouvernement, j'ai vu ça récemment, un conseiller témoigner, a été complètement désarçonné parce que d'habitude, il comptait la présence physique pour essayer d'évaluer l'impact d'un soulèvement populaire, d'une indignation populaire. Et là, pour la première fois, ils se sont rendus compte qu'il y avait des modes nouveaux de mobilisation de la conscience, on pourrait dire, politique. Et de la même façon, les syndicats ou les lobbies traditionnels ont été absolument consternés en 2013 quand la Fédération nationale d'équitation a découvert sur Facebook la croisade des éleveurs équins contre l'équitaxe, ou quand le MEDEF a vu la colère des tondus, poussins, abeilles, les pigeons, etc. Tous ces gens-là qui n'estiment pas avoir besoin de passer par les institutions, par les corps constitués, par ce qui est normalement prévu dans le système pour se manifester. Et c'est, pour dire, la manifestation vraiment d'un nouvel ethos, je pense, qui est typique de notre postmodernité et que nous ressentons probablement, nous, en tout cas occidentaux, assez fortement. On veut faire entendre notre voix et probablement sans passer par des institutions. Cette transgression, elle est évidemment marchande, beaucoup. Les filières économiques représentent des équilibres d'intérêts, en fait, des espèces de yalta de la valeur. Et ce sont ces yalta de la valeur que les innovateurs, et notamment les startups, vont remettre en cause, en mettant en cause les catégories traditionnelles, l'hôtel, le taxi, la banque. Et évidemment, on pense à l'économie de l'usage, cette pratique économique qui déjoue complètement l'écosystème normal de la production, de la vente et puis après de la revente une fois que la chose a été utilisée. Il y a énormément de sites que vous connaissez aussi bien que moi, mais Le Bon Coin ou eBay, c'est fondé là-dessus. Plus innovateur, je trouve, et plus disrupteur, un site comme, un service comme Uberpop. Non seulement Uber, mais surtout Uberpop, où vous allez faire de chaque individu qui a une voiture et qui conduit dans la ville un taxi potentiel. Et là, vous explosez complètement la catégorie taxi versus particulier, et même d'ailleurs voiture de chauffeur versus particulier. De la même façon, comme vous savez, Airbnb ou alors d'autres versions plus raffinées comme One Fine Stay, qui offrent vraiment des prestations d'hôtel chez des gens, sont en train de révolutionner l'hôtellerie, ce qui ne veut pas dire que l'hôtellerie va disparaître. Alors, il y a un autre cas très intéressant. Alors je ne suis pas là pour juger, enfin je constate que ça existe. C'est le site Sugar Daddy, c'est une appli, je crois, Sugar Daddy. L'idée, en gros, c'est que vous mettez en relation une fille qui est plutôt jeune et qui n'a pas d'argent et un gars qui est moins jeune et qui en a plutôt. Et en fait, l'idée, c'est que ils vont, je sais pas, aller au restaurant, il va lui payer des trucs, il va être son sugar daddy. Donc, je confesse, j'ai pas essayé, mais là, vous voyez bien que c'est complètement disruptif au sens où vous cassez la différence entre relation normale et prostitution. Et ça, c'est complètement typique de la postmodernité numérique fondée sur cette disruption, une postmodernité qui tend à court-circuiter les intermédiaires habituels et à être profondément amorale, c'est-à-dire sans morale, et pas immorale au sens où je ne veux pas faire de jugement.
On pourrait citer aussi un exemple récent, et puis pour rester un peu dans le même thème, Welcome to New York, produit par Maraval, qui a cassé, intéressant, non pas parce que le film était bon spécialement, je ne pense pas, mais parce qu'il a cassé la chronologie des médias de façon extrêmement brutale. Hein. Et vous savez qu'en France, la chronologie des médias, qui est vraiment à Yalta de la valeur, hein, chaque intermédiaire de la filière s'est réparti la valeur tranquillement, cette chronologie a été, on va voir, c'est un peu tôt pour voir le résultat, mais a été complètement brisée avec une mise directe sur Internet sans passer par le grand écran, aux grandes dames évidemment des salles. Je ne pense pas qu'elles aient pour l'instant encore à se faire beaucoup de soucis, surtout avec des films comme ça, mais peut-être à terme. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la transgression n'est pas réprimée, qu'il n'y a pas des interdictions, qu'on ne fait pas fermer des sites. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les lignes bougent et que depuis 10 ans, elles ont déjà beaucoup augmenté, beaucoup bougé, et que dans les 10, 20 ans qui viennent, elles vont encore énormément bouger. Et la dernière disruption très très importante qui est en train de se préparer avec peut-être les objets connectés ou les imprimantes 3D, c'est évidemment celle des biotechnologies qu'on ne peut pas ignorer, hein, et qui va probablement changer tout simplement notre civilisation. On est là d'ailleurs vraiment dans un projet prométhéen au sens où on va casser la loi de Dieu ou des dieux. Hein. On va s'opposer au diktat des dieux en disant voilà, on va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps avec les conséquences qu'on peut imaginer sur l'économie. Si vous pensez en économie, on a déjà un système de protection sociale qui ne marche pas avec une moyenne d'âge à 80 ou 90 ans selon que vous êtes un homme ou une femme. Comment vous allez faire quand vous allez vivre 120 ans? Que va devenir ce système? Ça, évidemment, les hommes politiques ne veulent absolument pas réfléchir aux conséquences parce que, et pourtant, elles peuvent avoir lieu dans 20, 30 ans, c'est-à-dire demain. Hein. Une disruption aussi qui va être celle de l'intelligence artificielle, hein, avec un monde qui de plus en plus n'aura plus besoin de nous avec la robotisation. Hein. Et non pas seulement dans les travaux subalternes, mais aussi dans les travaux dits à grande compétence, les avocats, les notaires, les professeurs vont devenir inutiles, remplaçables, avec probablement une concentration de la valeur sur certaines personnes qui auront la chance de créer des entreprises qui vont apporter une valeur de façon extraordinaire avec, c'est la marque économique du numérique, un coût marginal qui est égal à zéro. Hein, alors que jusque-là, c'est la vraie révolution du numérique, jusque-là on avait un coût marginal qui baissait certes, mais il n'était jamais égal à zéro. Alors que là, on a un coût marginal qui baisse pour toujours. Hein, ce qui fait évidemment des profits et un phénomène de concentration qui est énorme. Dernière partie qui va être plus rapide, et puis je suis content de voir, je suis quand même dans le temps. Et c'est là que je parle plus précisément des entreprises. Ce règne de la disruption par la transgression est un problème considérable pour les entreprises. Mais surtout les entreprises qui sont établies. Et ma conviction, c'est que justement, ce nouvel ethos du numérique, il va durablement conditionner le profil des entreprises qui vont réussir dans le futur. Ça sera d'abord des entreprises jeunes, des entreprises nouvelles. Alors les handicaps des acteurs qui sont en place face aux disruptions sont déjà bien connus, et Christensen en parlait déjà. Hein. C'est bizarre. Oui. Oui, et il parle, Christensen, du failure framework, la structure d'échec, qui fait que les forces d'une entreprise à un moment donné qui lui ont permis de réussir seront demain ceux qui vont la faire mourir ou en tout cas péricliter. La première idée, c'est ce qu'on appelle le syndrome Kodak. Hein, vous savez, Kodak a inventé la photo numérique, mais ils en sont morts. Pourquoi ils n'ont jamais voulu miser sur la technologie numérique? Parce que ça tue leur propre business. Et donc, ils ont... On pourrait dire, ils ont refusé une évolution en pensant qu'ils allaient pouvoir la maîtriser en quelque sorte. Hein. Évidemment, ils n'y sont pas arrivés. La deuxième idée, c'est que le principe bureaucratique lui-même, dont parle Max Weber, c'est fondé sur l'organisation par la règle. Or, toute organisation un peu grande aujourd'hui, que ce soit Sanofi, toutes les organisations sont fondées sur le principe bureaucratique à la Weber. Il ne faut pas entendre bureaucratie au sens de sécurité sociale. Hein. C'est bureaucratie au sens d'organisation de la répartition des tâches fondée sur une règle universelle et, et impersonnelle. Et cette règle, par définition, elle est là pour être respectée. Donc, on pourrait dire que la bureaucratie weberienne, c'est-à-dire toutes les grandes organisations, ils ont un problème structurel avec la règle non respectée, avec la transgression. C'est fondamentalement pour elles un grand problème. La troisième idée qui est assez connue, c'est l'idée de la dépendance en ressources. Une grande entreprise, elle a besoin de beaucoup de ressources et elle a besoin fondamentalement, c'est quoi les ressources d'une grande entreprise? Ça va être ses actionnaires, les gens qui vont mettre de l'argent, les investisseurs, et puis ça va être ses clients. Et donc les deux personnes pour lesquelles une grande entreprise est obnubilée, dont on est obnubilé, ce sont les actionnaires et les clients.
Or, les actionnaires et les clients, ils veulent votre produit d'aujourd'hui et ils veulent un gain aujourd'hui. Et donc, vous êtes complètement arrêté dans votre velléité de modernisation. Le quatrième syndrome, c'est le syndrome too small to count. Au début, un business est forcément trop petit, un marché émergent, un business émergent, quelque chose qui est disruptif et en train d'émerger, est forcément trop petit pour être intéressant pour une grande boîte qui a des exigences de taille de marché énormes. Donc c'est too small to count. De la même façon qu'il y a des too big to fail, il y a des too small to count. Évidemment, ils sont trop petits un jour, mais demain, ce sera eux qui feront la loi. Et la dernière idée, c'est que le management est tout simplement pas fondé là-dessus. Si vous avez fait une école de management, on vous a parlé de la stratégie selon Porter, et vous avez bien compris que la façon dont on vous expose ce que doit être la stratégie d'une entreprise, on va regarder l'environnement, on va s'y adapter, ça ne vous encourage absolument pas à provoquer un changement volontariste dans votre environnement. Ce n'est pas quelque chose qui est abordé dans la stratégie classique. Et donc, en fait, les managers sont complètement démunis, les managers classiques sont complètement démunis face à ça, parce qu'on ne leur a pas appris à faire ça. Et c'est peut-être toute la différence entre, on pourrait dire, un gestionnaire et un vrai manager, au sens un manager innovateur. Le gestionnaire, il va gérer l'existant, et le manager, l'entrepreneur, il va créer, y compris créer les conditions de ce qui existe. Dernière sous-partie. Voilà. L'adoption d'une logique transgressive est encore plus problématique quand vous êtes une entreprise existante, à partir du moment où on a constaté justement cette importance transgressive. Il faut comprendre que les normes sont avant tout, d'un point de vue sociologique, vous savez, Max Weber disait la loi est le reflet du système de valeurs des dominants. Et c'est Monterland qui disait aussi la loi n'est que l'opinion du moment codifiée. En gros, la loi est une... sociologiquement, on constate que les règles, de façon générale, toutes les normes, sont utilisées par les dominants à leur profit. Donc quand vous êtes un dominant en place, et que vous avez eu suffisamment le temps, vous avez créé les normes qui vont créer votre existence et votre pérennité. Vous avez organisé les normes. Ces normes sont des murailles pour vous. Elles sont là pour vous protéger. Et donc, par définition, vous n'allez pas les casser. Donc vous n'allez pas vous rentrer dans quelque chose de disruptif, sauf si vous êtes suffisamment intelligent comme Alain Delon dans Le Guépard pour dire il faut que tout change pour que rien ne change. Mais en réalité, c'est une pensée que les grandes entreprises n'arrivent pas à avoir la plupart du temps, que les entreprises, je veux dire, établies d'ailleurs, qu'elles soient grandes ou pas. Parce qu'encore une fois, vous êtes assis sur les normes et vous n'allez pas essayer de les faire évoluer. Donc, il est très très clair que celui qui va pouvoir faire évoluer cette norme, ça va être les entreprises plutôt jeunes. Et alors, il y a des tas d'exemples extraordinaires. Alors, je citais tout à l'heure les nouvelles technologies. Alors, il y a Dr Laurent Alexandre qui a écrit un livre qui est de plus en plus connu, qui s'appelle La mort de la mort, qui est intéressant, vraiment peut-être très prospectif. Et il explique que le développement des dispositifs de suivi médicaux en temps réel, mais ça c'est quand même assez crédible, va totalement reléguer les médecins au rang de maréchaux ferrants du XXIe siècle. C'est-à-dire que de toute façon, c'est la machine qui va faire le suivi. Et les médecins vont être, finalement, n'auront quasiment plus besoin de qualification. Je parlais d'Uberpop tout à l'heure. De la même façon, les taxis, le développement des applications qui vont permettre d'évaluer leur qualité de service, de systématiser le paiement direct en empêchant le black, tout ça, ça ne leur fait pas du tout leurs affaires. Et donc, ce n'est pas étonnant que malgré la possibilité technique qui existait depuis un moment, ils n'aient jamais mis en place un système et qu'il faille des innovateurs disrupteurs, tels que d'abord les VTC et encore plus Uberpop. Je n'ai pas d'action dans Uber, ni d'ailleurs dans rien du tout, mais c'est vraiment une bonne occasion, une bonne démonstration de la disruption. Il fallait que des innovateurs arrivent pour que les taxis essayent péniblement de s'adapter. Voilà. En conclusion, alors, le prince contre Pandore. Alors pourquoi en fait, il y a deux perspectives. Il y a ces deux mythes, Pandore et le prince de Machiavel, en l'occurrence, qui sont intéressantes parce que je pense que chacune montre le point de vue d'un côté de l'entreprise établie, de l'autre du disrupteur et peut-être de la start-up. Alors vous connaissez l'histoire de Pandore. L'idée est que, grosso modo, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Les problèmes sont dans une boîte. Si vous ouvrez la boîte, c'est là que les problèmes vont arriver et à ce moment-là, plus rien n'ira et le monde ira à volo. Donc, dans la perspective entreprise établie, vous êtes Pandore. Il ne faut surtout pas ouvrir la boîte.
Hein. Il faut laisser la boîte fermée parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas complètement tort. La perspective opposée, c'est celle du prince de Machiavel. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre peut-être dans vos années lycéennes, mais l'idée du prince, grosso modo, Machiavel voulait faire plaisir notamment à César Borgia et à Laurent le Magnifique, mais il expliquait que tout le monde devait respecter la règle, tout le monde devait être soumis aux dirigeants et aux règles en vigueur, sauf celui qui avait vocation à être le prince, c'est-à-dire à prendre le pouvoir en fait tout simplement et à changer les règles à son profit. Eh bien, le disrupteur, c'est exactement le prince de Machiavel. C'est exactement celui qui va se donner le droit de changer les règles ou de bénéficier des technologies, d'utiliser les technologies pour arriver à changer les règles, les écosystèmes. Voilà. En résumé, et donc pour ceux qui étaient endormis, qui viennent d'arriver, en résumé, notre économie est fondée sur des évolutions de plus en plus souvent disruptives et peut-être de moins en moins incrémentales. En tout cas, apparemment et pour l'instant. Ces évolutions disruptives sont des points de passage obligés vers l'avenir et les firmes en place sont par construction empêchées de réellement adopter de telles approches. Et donc la vraie conclusion, je l'emprunte à Orwell dans 1984, la révolution, il ne dit pas numérique évidemment, ne pourra venir que des prolétaires. C'est-à-dire en fait des petites gens en quelque sorte, hein, ou de ceux qui sont neufs. Voilà. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci. On peut prendre 5 minutes de questions. Ah, ils sont déjà là, c'est déjà bien. Ah si, il y a une question. Oui, une question juste en bas. Le micro arrive. Merci. Bonjour. Je me pose une question sur cette approche. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est valable de manière mondiale et quelles que soient les cultures, parce qu'on baigne dans ces réflexions-là et on a l'impression qu'elles sont universelles. Moi, en 2 mois, j'ai fait une semaine dans des entreprises dans la Silicon Valley et une semaine dans des entreprises au Japon. Et alors, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir et que dans la Silicon Valley, on est dans le monde des disrupteurs et au Japon, on est dans le monde, enfin en tout cas pour ce que j'en ai vu, des grosses entreprises établies, les Mitsubishi, Mitsui, etc. Je me suis dit, moi, arrivant de la Silicon Valley, mais ils sont morts ces gens, et en fait ils sont pas morts, ils sont là depuis des années et ils vont encore être là probablement longtemps. Quel est votre regard par rapport à ça? Est-ce que vous avez... Oui, Est-ce qu'il y a un relativisme par rapport à ce sujet? Oui, il y a probablement un relativisme. J'ai failli citer Norbert Elias, vous savez, qui a écrit un livre qui s'appelle La dynamique de l'Occident, où justement il explique que tout l'Occident s'est construit sur la civilisation des mœurs, c'est-à-dire l'intériorisation des règles. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est totalement différente. La dynamique postmoderne, elle est probablement dans une intériorisation de la transgression. Mais elle est très occidentale, justement. Hein, et les études culturelles s'intéressent justement aux différences qui font que vous avez des différences de pratiques dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs des chercheurs en stratégie qui, à l'époque, s'étaient étonnés du fait que des entreprises qui avaient les mêmes atouts et la même taille au Japon réussissaient bien mieux que des entreprises qui pouvaient être aux États-Unis. Et ils en ont conclu, par exemple, qu'il y avait un esprit Toyota qui pouvait être une façon de travailler ensemble qui était spécifique. Et ça, c'est un vrai thème de recherche en soi, le rapport culturel. Et c'est vrai que vous avez raison, d'ailleurs, il y a des études là-dessus, puis j'avais à l'époque, moi, travaillé dessus. La France a un rapport conflictuel avec la règle depuis toujours. S'il y a un pays en Europe qui a un rapport conflictuel avec la règle, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'on préfère toujours ajouter de nouvelles règles plutôt que de supprimer l'ancienne. Donc on supporte très très bien les transgressions en France. Même on adore ça. Voilà. Est-ce que selon vous, ça veut dire qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont mieux armés pour s'en sortir dans l'économie telle qu'elle évolue, ou est-ce que les différences culturelles vont se maintenir et que chacun a ses chances dans le système? Moi, je ne crois pas à l'uniformisation, justement. Encore une fois, les recherches, je suis désolé, je parle de recherche, mais c'est parce que c'est pour essayer de vous apporter des faits un peu tangibles et pas juste mon opinion. Les recherches en management interculturel, ou donc qui essayent de regarder la façon dont les gens coagissent, en quelque sorte, hein, dont ils échangent, montrent que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas tellement d'uniformisation. Enfin, en tout cas, pas autant qu'on le pensait. Elle n'est pas aussi rapide. Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a probablement des façons de vivre qui sont peut-être plus proche, non plus géographiquement, mais par groupe de métiers en quelque sorte. Vous pouvez être plus proche de quelqu'un qui va habiter à Sao Paulo ou même à Tokyo sur certaines choses que votre voisin en fait. Ça c'est un aspect de la postmodernité. C'est cette diffraction qui est plus géographique mais plutôt par cercle d'appartenance.
Est-ce qu'il y a... Bonjour, je m'appelle Alex. Est-ce qu'il y a des modes, est-ce qu'on étudie en management aujourd'hui comment justement on fait tout bouger pour que rien ne bouge? Moi, je sais que j'avais vu un des directeurs de Google à l'époque qui expliquait comment pour eux se challenger en mettant les choses en open source ou en respectant les standards, etc. C'était une manière effectivement de privilégier les nouveaux entrants. Mais en même temps, ça les obligeait, eux, à rester sur le haut de la vague, en fait, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas s'il y a un peu de théorie là-dessus en management. Alors, ce serait plus en sociologie. Donc, j'explique que la règle, c'était un enjeu de pouvoir, en fait. Et tout le monde utilise la règle à son profit, en fait, dans le cadre de ses propres stratégies. Donc, si vous êtes le dominant, vous essayez de continuer à garder votre position dominante. Alors, je ne parle pas de Google spécialement, parce que c'est le cas de tout le monde, en fait. C'est le cas de toutes les entreprises. Et si vous avez accès à la règle, donc à travers le lobbying par exemple, enfin, c'est plus le cas des institutions je trouve aujourd'hui, mais c'est le cas des États quand vous allez transgresser massivement en allant prendre des données parce que vous avez peur pour votre sécurité, c'est le cas pour les États-Unis notamment, vous êtes complètement dans un jeu pour essayer de conserver le plus possible, de faire le moins possible bouger les lignes. Donc la lutte existe et il n'y a pas de fatalité dans l'évolution des lignes, je veux dire. C'est pour ça que souvent la lutte peut être victorieuse. Voilà. Une dernière question. Ah, vous allez me parler d'éthique. Ouais, non. Non, je me posais la question, quand par exemple Google, mais c'est Google comme exemple, c'est pas ciblé sur lui, rachète une start-up. La question que je me pose toujours dans tous ces rachats dont on parle, ils ont mis 2 milliards, etc. J'ai souvent le sentiment qu'après, on ne sait pas trop bien ce que ça devient. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'une entreprise devenue dominante peut s'adapter aux phénomènes disruptifs en rachetant? Ou est-ce que le fait d'acheter je ne sais pas comment le dire, ne ternit pas le côté disruptif de ce qu'ils ont racheté. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une interrogation. Ouais. Vous avez deux interprétations. Vous avez une interprétation cynique, embrasse ton ennemi pour mieux l'étouffer. Quelqu'un qui peut vous poser problème, vous allez arrêter. J'y crois pas trop, moi personnellement, parce que la réalité, c'est que si quelque chose est possible, c'est pas parce que vous allez arrêter la start-up ou la racheter. Si c'est pour la tuer, quelqu'un d'autre va le faire. Vous voyez ? Donc vous ne pouvez pas tuer réellement dans l'œuf quelque chose qui... Et donc je pense plutôt que c'est la preuve de ce que je raconte, qui est que les grandes entreprises sont conscientes de ces choses-là et qu'elles savent qu'elles doivent travailler main dans la main avec les startups. En tout cas, je pense que les entreprises les plus intelligentes, peut-être parce qu'elles-mêmes elles l'ont vécu, parce qu'elles ont été des startups et donc elles ont ça encore dans leur gène, elles savent que la vraie innovation, elle vient d'ailleurs, comme la vérité dans X-Files. Voilà. Ça change de Thomas d'Aquin. Pas d'autres questions, a priori? J'avais dit que c'était la dernière, mais s'il y en a une toute dernière. Et donc c'est un non. Merci. Merci beaucoup, Olivier. C'est cela.